BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Valentin Demey, bonjour Valentin. Bonjour Amaury. Rédacteur, CEO de Cube3, directeur des contenus chez Cryptost, voilà. Et Louis-Alexandre de Froissart est aussi avec nous. Bonjour Louis. Bonjour, associé fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine. En tant que professionnel de la gestion de patrimoine, quand tu as une déclaration de Larry Fink qui fait des louanges de Bitcoin et qui est presque là à couvrir la bourse du Cointelegraph. Comment est-ce que tu vois ça, toi ? Alors, d'abord, il a parlé de crypto et non pas de Bitcoin. Non pas parce qu'à mon avis, il ne croit pas à Bitcoin, mais parce qu'il va lancer un ETF Bitcoin. Et donc, il ne pouvait pas parler de Bitcoin, sinon cela aurait pu être considéré comme la promotion d'un produit qui n'existe pas encore. Donc, il a été très malin en parlant de crypto et non de Bitcoin, alors qu'on sait... Enfin, je pense qu'il pensait à Bitcoin. ETF est un des moyens pour les institutionnels de venir sur Bitcoin pour lesquels les contraintes sont trop importantes pour le faire de manière physique. On reparlera tout à l'heure de la manière pour les particuliers, qui, pour certains, passeront aussi par des ETF, mais on aura les mêmes problématiques que pour les ETF or. Et quand il parle de crypto, est-ce qu'il aurait peut-être pas déjà en tête le fait de d'autres ETF à venir, autres que Bitcoin ? Il y a des ETF Ethereum qui vont arriver certainement. Tu penses que toi, c'est uniquement une combine entre guillemets juridique pour se protéger ? Je pense aussi, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un actif qui, depuis la fin du bear market, a montré sa capacité de résilience, c'est Bitcoin. On était en plein boule à peu près à 34-35% de dominance sur Bitcoin. Aujourd'hui, c'est 50-51% de la capitalisation mondiale qui est représentée par Bitcoin. Ce qui montre bien que dans la baisse de marché, celui qui a pris la plus grosse part de marché, une part très importante, quasiment 45% de part de marché en plus, c'est Bitcoin, c'est pas les autres. Donc dans toutes les périodes de bear market, donc la période de solidité, de solidité que l'on recherche, c'est quand même Bitcoin qui va être plus solide que les autres. Je dis pas qu'il va pas lancer après des ETF sur Ethereum ou d'autres, qui auraient tout à fait un intérêt, mais pas pour les mêmes objectifs. Toi, tu as identifié 4 fantastiques de Bitcoin, Louis-Alexandre. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu veux nous... Les 4 fantastiques, c'est une conférence que j'ai donnée il n'y a pas très longtemps et que je voulais reprendre ici pour un peu le dire à plus de monde. C'est les 4 objections majeures qu'on retrouve sur Bitcoin. En fait, la plupart du temps, quand on vous parlait à un particulier de Bitcoin, il vous dit enfin, globalement, ça repose sur rien, globalement, ça finance le crime, c'est volatile et ça pollue. Donc on a 4 grosses objections qui en fait sont les objections les plus simples qu'on a à traiter. Pourquoi ? Parce que quand on dit que ça repose sur rien, ça repose sur des preuves mathématiques qu'un certain nombre de responsables de sécurité informatique d'entreprise aimeraient avoir une telle résilience, c'est-à-dire une solidité mathématique dans les calculs, un réseau extraordinaire, une disponibilité du réseau, c'est 2 pannes depuis 2009. Quel ordinateur ou quel réseau se retrouve avec seulement 2 pannes, et la dernière c'est 2014. Donc on a quelque chose de très solide qui est basé sur des données scientifiques et sur un fonctionnement de tous les instants. Donc ça, c'est pour la partie, ça repose sur un socle solide. Le deuxième va être sur les criminels, l'argent des criminels. Bon, voilà, autant le dire, j'ai dit sur ce plateau ici, il y a quelques mois, que le Hamas refusait les dons en Bitcoin parce que c'est trop traçable. L'activité tragique ne fait que confirmer cela. On ne va pas s'étendre dessus, mais on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de consacrer que quand on fait une transaction crypto aujourd'hui de manière frauduleuse, on prend une épée de Damoclès sur la tête. Il faut savoir que Mt. Gox, 8 ans après, on a trouvé les coupables. On a mis 8 ans à les trouver, mais on les a trouvés. Donc demain, peut-être qu'on arrivera à remonter les CoinJoin, on arrivera à remonter les mixeurs. Donc ce qui veut dire que là encore, il y a de la traçabilité. Troisième point, la pollution. La pollution, on a vu qu'aujourd'hui, c'était une manière de mettre en œuvre des réseaux d'ENR, d'énergie renouvelable, dans des pays comme le Congo, dans des pays comme le Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan, aujourd'hui, accueille à bras ouverts. C'est Hugo Estocandi qui a fait un très bon article sur une thèse qu'il est en train de faire. Il en a publié des morceaux sur LinkedIn. Et il nous explique que c'est un pays qui accueille les mineurs parce qu'ils vont mettre en place le début de la production du réseau du Kyrgyzstan dans des zones où il n'y a pas de production d'électricité. Parce qu'ils auront des licences de minage à partir du moment où ils mettent en place des solutions de minage. Il y a plein d'autres choses qui viennent en plus de cela. Et puis après, il y a la volatilité, qui est peut-être le plus facile à opposer à Bitcoin. Faut remarquer, on remarque quand même depuis quelques temps que la volatilité s'est sacrément écrasée, et Valentin pourra le confirmer, et que cette volatilité, elle dépend de la vélocité. Plus il y a d'échanges,
C'est comme un vélo. Quand le vélo va tout doucement à 3 km/h, il va pas droit. Quand le vélo va vite à 25 km/h, il va droit. Et bien là, c'est pareil. Plus on aura d'échanges sur Bitcoin avec les ETF ou d'autres, plus on aura de vélocité, moins on aura de volatilité. Voilà pourquoi je parlais des 4 fantastiques. Ces 4 fantastiques qui sont les 4 objections Bitcoin les plus faciles à balayer. Et rapidement, tous ces ETF, Bitcoin Spot qui devraient arriver, comment tu vois les choses, sachant que tu es un professionnel de la gestion de patrimoine, que tu proposes Bitcoin à tes clients, mais toi tu prônes une gestion qui respecte entre guillemets la philosophie de Bitcoin avec des clés Ledger, etc. Comment est-ce que tu vois ces arrivées d'ETF là? Quand on propose de l'or à un client, il y a des clients qui sont prêts à prendre de l'or physique et des clients qui sont prêts à prendre un support qui réplique le cours de l'or. De la même manière, on aura des clients qui seront prêts à accepter la complexité d'acquérir soi-même son patrimoine, qui est nous ce que l'on privilégie, et d'autres qui diront « j'ai pas envie de m'embêter avec ça, autant que je puisse répliquer avec un ETF physique, donc celui qui achètera véritablement des cryptos, ou un ETF synthétique qui n'en achètera pas ». Donc il y en a un peu pour tous les goûts, sachant que nous, on a quand même une priorité clairement affichée. Après, c'est le client qui décide. Nous, on est là pour servir le client dans ses objectifs et dans ce qu'il est capable de gérer. Ça élargit donc les choix. Et pour finir sur l'adoption de Bitcoin, tout simplement, qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit encore plus adopté, sachant que ça avance de jour en jour? Alors on va dire, là, je vais aller me concentrer sur la France, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui sur ce plateau. Il y a un point, c'est la fiscalité. On a un vrai problème de fiscalité en France qui rend l'adoption de Bitcoin compliquée, parce que dès que les gens acquièrent, ils ne savent pas comment ils vont être traités fiscalement. Et l'autre jour, j'ai eu des gens qui voulaient arriver avec un assez gros montant, des gens qui ont un beau patrimoine, disant voilà, on voudrait mettre 150 000 euros sur les cryptos. Le problème qu'on a, c'est qu'on pense qu'on va se faire tout de suite voir par les impôts, attaquer par les impôts parce qu'on a des cryptos. Je dis non, c'est des choses, il y a des réflexes à avoir, mais effectivement, la fiscalité des cryptos mériterait d'être allégée ou d'être traitée comme les valeurs mobilières. Ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Ça enlèverait quelques pages au Code général des impôts et ça serait simple pour tout le monde. Et puis, un deuxième point, et moi-même, je l'ai vu et je l'ai vécu, on veut que les gens s'enregistrent dans un premier temps et puis après, tu as un agrément auprès de l'AMF. Est-ce que notre régulateur pourrait un petit peu renforcer ses équipes pour que nos dossiers d'agrément aillent un peu plus vite? Et je pense que plus d'agréments, plus de sérieux, plus d'offres, plus d'adoption. Louis-Alexandre, une réaction sur le fait que le G20 est en train de s'armer fiscalement? Ah oui, le G20 est d'ailleurs main dans la main avec nos amis de la Banque des règlements internationaux, le petit Augustin Carstens, qui est connu pour son poids, dans tous les sens du terme, et dans la finance. Et donc, comme ça ne repose sur rien, puisque c'est leur argument principal, ils ont décidé de développer le réseau Atlas, qui est un réseau, justement, qui va être là pour tracer l'ensemble des transactions, pour remonter notamment des sources fiscales. Donc, quand le G20 s'y met, elle demande à la Banque des règlements internationaux d'aller tracer l'ensemble des transactions pour pouvoir les traiter fiscalement. Quand on voit les moyens qui sont mis sur cette opération, dont les montants ne sont pas divulgués, mais en tout cas les moyens, eux, sont mis en place, on se dit peut-être qu'on a raison d'avoir parié sur Bitcoin et que finalement, ça ne repose peut-être pas tant que cela sur rien. Louis-Alexandre, le cas FTX est en train de nous mettre sur la bonne voie en termes de régulation? Alors, pour nos amis politiques, pas forcément, puisque une certaine Aurore L avait dit que FTX montrait que Bitcoin était dangereux et qu'il fallait surtout pas en avoir. Je rappelle simplement que quand on a une approche comme la nôtre qui est de dire ne laissez pas de fonds sur les plateformes, FTX est un élément de marché qui a amplifié peut-être le marché baissier, mais n'a rien fait d'autre pour les gens qui peuvent être un tout petit peu patients. Est-ce que ça change les choses? Oui, puisque même a priori, quand on relit MiCA, il se pourrait que même pour faire du conseil, on doive avoir un agrément et non plus un enregistrement renforcé. Aujourd'hui, un CIF, un conseiller en investissement financier, peut faire du conseil crypto. Il se pourrait que demain, d'après la lecture de quelqu'un qui a été à l'AMF jusqu'à récemment, m'a dit qu'il faudrait sûrement avoir un agrément demain pour pouvoir faire avec la mise en place de MiCA. Donc ça vient contraindre les acteurs, mais en même temps, je dois dire qu'un peu de contrainte et un peu d'ordre ne ferait pas de mal par rapport aux offres que l'on peut voir aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant? Ce qui va être mis en place, en tout cas ce qui est écrit aujourd'hui,
Est-ce que toi, ça te paraît suffisant? En fait, qu'est-ce que peut faire un régulateur? Un régulateur, il peut mettre en place des procédures. Bon. Donc, moi, j'ai une double vision. Il y a la procédure qui est utile, il y a la procédure qui est inutile, il y a des procédures qui sont mises en place par des gens qui sont un peu hors sol, et ça, c'est beaucoup de travail pour malheureusement peu d'effets. Il y a des procédures qui sont utiles, ne serait-ce que pour la lutte contre le blanchiment. Ça, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est important. Mais ce sont quand même des réflexes. C'est important, mais ça protège pas directement le consommateur. Non. Et après, il y a le reste, c'est quels conseils on va donner, quelles orientations on va donner. Et là, malheureusement, le régulateur, je trouve qu'il a du mal à être présent. Mais il a du mal à être présent sur le secteur des cryptos, comme il a du mal à être présent sur d'autres secteurs, des secteurs de la finance classique. Il fait des recommandations régulières, parce qu'il a des équipes qui sont au courant de ce qu'il y a dans les recommandations régulières et les arnaques, ainsi de suite. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'il renforce ses équipes pour voir les propositions qu'il y a dans l'univers crypto et pour pouvoir avoir un œil et de temps en temps faire un avertissement en disant telle personne fait tel type de proposition, on va les convoquer, on va provoquer une rencontre pour bien comprendre et être sûr qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Sur ce point-là, je trouve que justement, c'est le travail de l'ADAN et c'est relativement bien fait. On parlait à l'instant de la finance décentralisée qui est exclue de MiCA, on parlait des NFT qui sont exclus de MiCA. Je trouve justement que le régulateur est assez proactif vis-à-vis de l'écosystème crypto. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que c'est trop strict? C'est toujours la même problématique. Le feu, l'eau, la régulation, l'innovation, la protection du consommateur. En tout cas, à date, c'est proportionné. C'était un peu surprenant d'avoir l'envie de passer l'agrément obligatoire. Avant, juste après FTX, on est passé sur un enregistrement renforcé. Donc on voit aussi que le régulateur est à l'écoute. Maintenant, il faut encore une fois faire en sorte que la France reste en tête de peloton parce que toute cette réglementation et cette régulation qui a été inventée en France avec la loi Pacte et les régimes PSAN, c'est ce qu'il va y avoir dans toute l'Europe avec MiCA. Et là, on verra si c'était juste un avantage concurrentiel de quelques années qu'avait la France ou si elle a tissé un tissu assez important pour conserver ses talents et qu'on continue de créer des nouvelles choses en France vis-à-vis de toute l'Europe qui arrive prochainement. En France, c'est ensemble. En fait, une co-régulation, je pense que c'est la meilleure des solutions.